qui rend cette génération Z si particulière dans le cadre du travail? Qu'est-ce qui la rend si différente des autres générations? Je vais passer le micro. D'abord, bonjour à tous, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Donc effectivement, je suis très content d'être là parmi vous parce qu'il se trouve que donc, à l'IFOP, on réalise beaucoup d'enquêtes auprès des jeunes. Et on a eu, alors les instituts de sondage marchent avec un système de commandes en fait, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui proposons les sujets, c'est les commanditaires qui viennent nous voir. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu énormément de commandes d'études pour essayer de comprendre les jeunes. Et c'est pas anecdotique parce qu'en fait, on vient nous voir avec souvent deux présupposés. Un présupposé positif, c'est l'idée que la jeunesse et la Gen Z seraient plus engagées que les aînés. Et un présupposé négatif qui est l'idée que les jeunes ne veulent plus bosser. D'ailleurs, vous avez donné quelques chiffres en introduction. Et donc nous, l'idée à l'IFOP, c'est qu'on cherche à réaliser effectivement des études qui vont essayer rigoureusement de répondre à cette question. Et donc comment on s'y prend? On s'y prend avec des échantillons de mémoire. On réalise une enquête quantitative auprès d'un échantillon de jeunes, avec des bandes d'âge qui peuvent changer, ça peut être 15-25, 15-28, 18-28, 18-30, ça dépend comment on définit la jeunesse. Et en parallèle, on réalise une autre enquête auprès de générations, en tout cas de Français plus âgés, et on essaie de voir les différences. Et c'est dans la comparaison en fait, entre les résultats entre nos deux échantillons qu'on peut voir s'il y a des similarités ou au contraire des divergences entre les jeunes et les générations plus âgées. J'ai préparé quelques slides qui seront aussi peut-être une introduction au débat. J'ai préparé 20 slides, j'aurai pas le temps de toutes les passer, parce que c'est vrai que j'ai que quelques minutes pour ensuite laisser la parole aux autres intervenants, mais je voudrais vous présenter quelques données, je pense, qui feront réagir. Alors, si vous pouvez afficher les premières slides. C'est une question qu'on pose très souvent aux Français sur leur sujet de préoccupation. Et donc à gauche, vous voyez, c'est les réponses des jeunes qui sont âgés de 18 à 30 ans, cette enquête qui a été faite pour l'ordre de Malte. Et à droite, les réponses des Français âgés de plus de 30 ans. Et donc vous voyez, ce qui ressort très nettement, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous en entendez parler beaucoup. C'est une préoccupation extrêmement forte qui écrase toutes les autres depuis déjà plusieurs années dans nos enquêtes. Et puis, des éléments de divergence qui se font, c'est la question du dérèglement climatique. Alors ça ne me surprend pas, on en parle beaucoup, mais effectivement, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette question du dérèglement climatique. 43% de citations versus 31% pour les Français de plus de 30 ans. Alors je vais avancer sur la slide suivante avec un deuxième point qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de sens et de cause, et ça va être aussi un autre élément. On a demandé, toujours dans la même enquête, aux jeunes s'ils étaient engagés en faveur de différentes causes, et à nouveau on a comparé les résultats avec un échantillon témoin. Et il y a 3 sujets qui ressortent nettement. La protection de l'environnement, à nouveau, on l'a vu sur la slide précédente. Les droits de femmes, les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, ça c'est vraiment un sujet qu'on voit très nettement dans nos enquêtes. Les jeunes sont extrêmement sensibles à la question des inégalités de genre, et notamment les jeunes femmes. Et d'ailleurs on assiste à l'émergence d'une opinion publique féminine au sein de la jeunesse. Il y a peu de différence quand on raisonne sur l'ensemble de la population française entre femmes et hommes sur beaucoup de sujets, mais dans les enquêtes d'opinion, auprès des jeunes, on voit que les jeunes femmes sont plus en pointe sur un certain nombre de sujets de société, et on voit qu'il y a un gender gap assez fort qui se crée chez les moins de 30 ans. Et puis aussi, alors la défense des droits de l'homme, et puis l'accompagnement des personnes étrangères, ça c'est aussi un autre élément qui est important, c'est qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte des jeunes générations qui ont grandi dans une France aussi plus diverse et plus métissée à cette question des discriminations subies par les personnes de couleur. Je vais avancer assez vite, alors je ne peux pas tout commenter. Un point peut-être aussi avant de rentrer dans les spécificités des jeunes par rapport au travail, c'est que nous, ce à quoi on assiste à l'IFOP, alors là vous voyez c'est des historiques, hein. L'IFOP fait des enquêtes depuis les années 30, là c'est une question qu'on avait posée dans les années 90. On demandait aux Français s'ils estimaient que différents aspects de leur vie étaient très importants. Et vous voyez, dans les années 90, 60% des Français nous disaient que le travail c'était quelque chose de très important pour eux. En 2021, on est tombé à 24%. Voilà. Et on assiste en fait à un changement complètement de scope de la centralité de la valeur travail, effectivement. Et si on va sur le graphique un petit peu après, vous voyez, là c'est les réponses pour les jeunes maintenant. Et quand on regarde le travail, on est à 34% de très important, on était à 24% sur l'ensemble de la population française.
Donc en réalité, le mouvement qu'on observe sur le travail, chez les jeunes, c'est le même que celui qu'on observe dans l'ensemble de la société française. Les Français, ils aspirent à travailler, mais ils aspirent aussi à avoir des loisirs, à passer du temps avec leur famille et avec leurs amis. Je vais conclure, je ne peux pas tout présenter, si vous pouvez avancer sur la slide suivante. Encore. C'est que quand on lit, qu'on écoute, qu'on voit ce qui se dit sur la génération Z, on a l'impression qu'on a affaire à une génération homogène et qui est traversée par les mêmes questionnements, par les mêmes problématiques. Premier constat. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que souvent, elle est décrite de manière négative et par ses comportements problématiques. Donc le ghosting, le quiet quitting, etc. Et troisième constat, et en fait qui vient expliquer les deux précédents, c'est que souvent, et presque exclusivement, le point de vue qui est partagé, la description qui est faite de la génération Z, elle est faite du point de vue du monde d'entreprise, l'organisation du travail et des managers. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez affaire à un couple et vous n'avez qu'une version du couple qui va vous expliquer que l'autre, c'est pas possible. Et souvent, la principale, récrimination ou reproche, parce que c'est pratiquement de l'ordre de l'affect, c'est que on dit cette génération, en fait, elle ne rentre pas dans le moule. Elle ne rentre pas dans le moule. Moi, j'ai un rond, elle est carrée, comment je vais la rentrer dans le moule? Non. Donc, ça, c'est, un constat, je pense qu'on peut partager, qui est répandu, dans les médias, dans la presse. Après, que faire de ça? Effectivement, forcément, c'est problématique. En premier lieu, et c'est l'évidence, j'espère que c'est l'évidence signifiante, c'est que toute généralisation est mauvaise en soi. Moi, l'un des premiers effets négatifs, c'est que, pêle-mêle, on va effectivement, comme tu l'as très bien dit en introduction, là, c'est qu'on va mettre dans le même sac une génération qui est hyper connectée, qui a l'école, qui a la possibilité aussi qui a la mobilité, la possibilité de se retirer d'un emploi, avec une génération, en tout cas une partie de la population de laquelle je suis ici, c'est-à-dire les quartiers populaires. Et là, une de ces manifestations problématiques, c'est la question du rapport au travail. Effectivement, on n'est plus dans la question de la centralité du travail, même dans les quartiers populaires. Par contre, le rapport au travail est complètement différent. Et ça, pour revenir à des chiffres, on connaît tout ça, on est à article 1. Le taux de chômage des jeunes en général, c'est 17%, et dans les quartiers populaires, c'est 30, voire 50%. Et je peux dire la même chose pour le taux d'accès au diplôme, etc. Donc forcément, ces chiffres-là, ces inégalités-là, vont engendrer un rapport complètement différent au travail. Et l'un de ces enjeux essentiels du rapport au travail, par exemple pour la génération Z dans les quartiers populaires, c'est que le travail reste aujourd'hui, et le diplôme aussi, reste un facteur d'émancipation pour soi et pour sa famille. Et il y a malheureusement cette célèbre entreprise de gens en ligne qui a repris des choses qui nous échappent dans les quartiers, c'est mettre la daronne à l'abri. Et effectivement, c'est-à-dire que quand on investit le travail en tant que jeune ou habitant de quartier populaire, autrement dans la vie active, on n'investit pas que pour soi, on investit aussi pour sa famille et pour le collectif au sens large. Donc, on ne peut pas se permettre, comme je l'ai dit de laisser un job. Et d'ailleurs aussi la question du sens, bien sûr, effectivement. Qu'est-ce qu'on met derrière cette question du sens? Parce qu'on a tous tendance, quand on parle de job à impact, on a tous tendance à émettre la même question du sens, alors que le sens, c'est même philosophiquement, c'est purement subjectif. Et par exemple, quelque chose qui va faire sens, par exemple, suite à ce que je viens de dire, la question du travail comme un moyen d'émancipation, ça pourrait devenir indépendant financièrement. Ça, c'est aussi une question. Moi, j'ai des jeunes, par exemple, là-dessus, il a ouvert une entreprise de lavage sans eau. Enfin, je ne sais pas si c'est transcendant pour lui. Par contre, ça lui permet d'être indépendant, de vivre et de faire vivre sa famille.
je suis pas sociologue, mais je fais porte-parole de sociologue, et la notion de génération comme concept m'interpelle beaucoup. Et notamment pour son absurdité de mettre dans une même catégorie, si je prends la génération Z, mais on peut le faire sur toutes les générations, des gens nés entre 95, 96, 97, ça dépend des définitions, et 2010. Je pense qu'on est d'accord pour se dire que ça n'a pas de sens. Quand on croise avec d'autres critères, et d'ailleurs toutes les études un peu poussées rappellent que le critère dominant au sein d'une cohorte d'âge reste la CSP, et donc les inégalités associées, et qu'il y a beaucoup plus de liens entre les générations via ce critère et puis d'autres, les territoires, le diplôme, et plein d'autres, le genre, etc., que dans une cohorte d'âge entre elles. Et on parle beaucoup plus quand on a beaucoup utilisé le mot de conflit de génération, de guerre de génération, de fracture générationnelle. C'est des mots quand même très durs. Quelque part, déjà, ils n'ont rien de nouveau. On a toujours à se opposer les jeunes, les vieux, et ça, j'ai des citations, si ça vous amuse, à travers les époques, pour un petit jeu. Mais surtout, au sein d'une cohorte d'âge, il y a vraiment une absurdité de mettre dans une même case. Et après, d'un point de vue de définition, et après, je vous expliquerai pourquoi j'utilise quand même ce mot de génération. Mais ensuite, il y a quand même des limites très visibles. On a parlé du manque de diversité qui est gommé derrière une cohorte d'âge, et surtout qui gomme les plus éloignés, entre guillemets. Et je rappelle qu'au sein de la jeunesse, c'est en fonction des trimestres, ça change un petit peu, mais en France, c'est 12,5%, 11,5% de la génération de la jeunesse qui est ce qu'on appelle NEETs, donc ni en emploi ni en formation. C'est des jeunes invisibles, entre guillemets, qu'on n'a pas dans les sondages, qu'on n'a pas dans les études, qu'on n'a pas dans nos entreprises, qu'on n'a pas dans les écoles. 12%, c'est énorme au sein d'une cohorte d'âge. On retrouve les mêmes chiffres à l'échelle européenne, et ça, c'est sans regarder plus globalement les inégalités qui vont avec. Et après, il y a d'autres risques. Le deuxième, c'est qu'on confond souvent l'âge et la génération. Moi, en gros, je fais la différence entre avoir 20 ans, 20 ans, et avoir 20 ans aujourd'hui, en 2025. On a tous eu 20 ans, a priori, je pense qu'on partage un peu ce moment de vie, cette à la fois parfois précarité, cette incertitude de l'avenir, cette liberté aussi ou non de faire ses choix, cette naïveté peut-être. Enfin, on peut tous définir ensemble, je pense, globalement, c'est quoi avoir 20 ans. Avoir 20 ans en 2025, c'est là où ça se complique. Et c'est là où l'article 1 est tellement important pour contrer aussi l'impact du contexte, l'impact de la conjoncture. Et donc, moi je dis souvent, arrêtez de reprocher à des jeunes d'être jeunes. Quand on dit qu'ils sont impatients, naïfs, etc., bon, est-ce que c'est pas ça, être jeune aussi? Sortons un peu de ce cliché-là. Ce qu'il faut regarder, c'est les spécificités de la jeunesse aujourd'hui, en termes de précarité financière, de détresse psychologique, de détresse physique aussi, parce que même physiquement, dans toutes les études, on est d'accord que les jeunes sont quand même beaucoup moins en forme, de détresse financière aussi, en moyenne. Il y a beaucoup de facteurs conjoncturels d'une jeunesse aujourd'hui. Et puis, autre limite, c'est que la génération, c'est par nature un terme qui est assez statique, et on fait des portraits de génération. Déjà, entre ce qu'on disait de la Gen Z en 2020, post-Covid, et ce qu'on dit sur elle aujourd'hui, sachant qu'elle a vieilli, parce qu'aujourd'hui, elle a 28, 29, 30 ans pour les plus vieux, et donc elle s'est frottée à entrer dans le monde du travail, elle a peut-être changé un petit peu d'avis sur certains combats, elle a peut-être aussi des nouveaux moments de vie qui ont commencé, peut-être qu'elle a une aspiration à devenir propriétaire, c'est encore une aspiration de la Gen Z, peut-être qu'elle a encore envie d'un CDI et qu'elle a eu ce CDI après 5 ans de contrat précaire, peut-être qu'elle a envie d'être parent ou pas, et c'est tous ces moments de vie qui vont aussi influencer cette définition. Et enfin, la dernière limite que je voulais partager, et j'arrêterai là-dessus, c'est le risque, ce que j'appelle moi des prophéties autoréalisatrices. Bon, mot compliqué pour dire pas grand-chose, mais globalement, à force de coller des étiquettes, et qu'on l'a toujours fait, coller des étiquettes, sauf qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux et les médias qui vont donner une importance, une visibilité. Et il suffit de traîner sur TikTok pour voir hashtag Gen Z, hashtag même Gen Alpha, je crois qu'il y a eu quelques tendances, et qu'en fait, à force de mettre des mots, et souvent des mots négatifs, et je le rejoins complètement le constat, on finit par y croire. Et pas que y croire, on finit par en jouer. Et qu'à force de dire que la Gen Z se croit tout permis, respecte et veut de l'indépendance, etc., en fait, elle va arriver en entretien et elle aura lu tout ce qu'on dit sur elle et elle va jouer avec. En fait, il y a vraiment un rapport de force, et ça, je parle des jeunes, mais on pourrait faire l'exercice sur toutes les catégories, de ne pas non plus rendre
réel, ce qu'on a peur, et notamment en termes de recrutement, d'engagement, de fidélité, de loyauté au travail. Donc beaucoup de précautions. Néanmoins, je pense que c'est toujours important de parler en termes de génération, surtout de la jeune génération, parce qu'elle est encore à peu près page blanche de lecture d'un contexte. Et c'est là où je te rejoins beaucoup, c'est que moi je dis beaucoup que la Gen Z c'est une loupe sur le monde, que ses attentes, ses aspirations, ses besoins sont souvent le reflet d'attentes partagées par l'ensemble des catégories, enfin des populations et de tous les âges. Quand on dit qu'elle veut de la flexibilité, du sens, une certaine autonomie, du respect, bah en fait on est d'accord que c'est pas une affaire de jeunes, simplement pour elle c'est non négociable. Et donc c'est de là dont il faut partir pour ne pas tomber dans la caricature. Voilà. La question des générations sur un mode vertical de transmission, il faut la garder, mais ajouter l'horizontalité, puisqu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, moi aussi, hein, je suis complètement contre l'idée de parler du choc générationnel, et en réalité, il faut déplacer le problème. L'une des problématiques, c'est que, en fait, il y a... le problème il est situé sur les valeurs, donc en fait il y a un jugement de valeur qui est fait, qui est souvent fait donc de manière négative, ils ne savent pas travailler ou ils ne veulent plus travailler, etc. Et en réalité, si on déplaçait la question des valeurs plutôt sur la question des critères, et ça c'est la clinique de l'activité, une des sous-disciplines de la psychologie du travail qui nous éclaire là-dessus, c'est qu'en fait, on est systématiquement en face d'un conflit de critères. Donc, le critère du travail bien fait. Et finalement, si on pose la question de cette manière-là, on remet de l'horizontalité pour ce qu'on appelle les seniors, peut-être le travail bien fait, ça va être la rigueur ou je ne sais pas, et pour la génération Z, ça va être la rapidité, etc. J'ai un exemple hyper concret. C'est parce que effectivement, ces deux, trois dernières années, il n'y a pratiquement pas un professionnel que je rencontre qui ne se plaint pas de la génération Z. Et l'un des derniers en date, il me dit, il y a eu deux jeunes qui sont arrivés, c'est une boîte d'informatique, super bon, c'est des développeurs, et ils sont arrivés donc c'était en été, ils sont arrivés en Bermuda, et ils tombent. Et donc, leur N+1, il les a provoqués, il a dit, comment t'es fagoté, là, tu t'habilles pas comme ça. Et donc, il leur a expliqué, nous, on n'est pas en frontline, on n'est pas en face des clients. Donc, en fait, nous, on est face à notre ordinateur, et en quoi ça gêne? Si, c'est l'entreprise, tu crois où t'as pas appris ça? Et non, moi, ils sont plus revenus. Et là, le problème, c'est pas de savoir, qui a raison, qui a tort. C'est ça, au contraire, là, on rentre dans un conflit stérile. C'est plutôt d'instituer le conflit, non pas sur les valeurs, mais sur les critères du travail bien fait. Et là, dans les entreprises, il manque d'espace pour discuter, même se disputer autour de ce qu'est un travail, de ce qu'est un travail bien fait. Donc ça, c'est peut-être un élément. Et alors la question des codes en fait partie. Donc si je reviens sur la question de la génération Z des quartiers populaires, on le sait tous, il y a certains codes qui vont manquer, notamment rien que pour passer l'étape de l'entretien. Moi, de toute façon, c'est un des missions qui a motivé la création de Tesla. On a voulu se penser en étant un SaaS, et l'une de nos missions principales, c'est effectivement faire en sorte d'aider l'individu à identifier ses qualités intrinsèques, ses forces. Parce qu'effectivement, et c'est très bien documenté, il y a un lien évident entre le fait d'identifier ses qualités, ses forces et la confiance en soi et l'estime de soi. Et ce faisant, on en profite aussi pour distiller certains codes indispensables qui sont en fait l'équivalent de mots de passe. Et en fait, si on n'a pas ces mots de passe, on ne peut pas accéder au logiciel. Donc c'est évident que si ce type de dispositif n'existe pas, ça entraîne des malentendus, voire beaucoup plus. C'est que ce que ça entraîne, c'est que sur ces jeunes en particulier, ils se sentent eux-mêmes en situation d'échec et inadaptés, et donc ça va alimenter une autocensure qui existait déjà. Donc
effectivement la question de transmettre ces codes, mais je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, c'était un peu mon message implicite du début, il y a aussi un chemin que l'entreprise doit faire pour qu'elle s'adapte également à des nouvelles réalités et à des nouvelles exigences. Merci beaucoup. Le responsable RH qui me partageait donc, une de ces dernières problématiques, et en l'occurrence dans un groupe de vente de matériel BTP, donc avec des agences pour des clients entreprises, donc avec des agences physiques. En l'occurrence, il y avait un conflit entre un manager et un nouvel employé, donc plutôt jeune et plutôt moins jeune, sur le respect des horaires. Donc c'est pas les tenues, mais c'était les horaires. Et en l'occurrence, il me semble que c'était un alternant, donc c'était encore plus compliqué. Le manager voulait que les RH mettent un blâme à cet alternant parce qu'il arrivait à 8h, il arrivait à 7h30 tous les jours. Et donc ça ne lui convenait pas du tout. Donc la RH était assez embêtée parce que mettre un blâme sur un alternant, c'est quand même pas une mince affaire. Bref, elle est allée rencontrer le jeune et en fait ce qu'elle a découvert, ce qu'il lui a dit, c'est mais en fait moi quand j'arrive à 7h30, j'ai rien à faire. Donc on me met dans un coin, j'attends 8h pour que la journée commence. Bon, j'ai décidé que j'allais pas perdre mon temps, j'arrive à 8h qu'on a besoin de moi. Et en fait, bon, c'est une anecdote toute bête, mais c'était comment du coup on recrée un dialogue entre eux pour pas faire du présentéisme inutile, parce que le jeune n'y voyait pas du tout l'intérêt, et lui il disait bah, je préfère être là quand on a besoin. Et c'était une mauvaise volonté, et s'il fallait arriver à 7h30, il fallait arriver à 7h30. Du coup, ils ont trouvé un compromis, finalement je crois que c'est le jeune qui ouvre l'agence tous les jours, et donc comme il doit ouvrir, il a une utilité. Bon, petite anecdote, je ferme la parenthèse, mais en effet, c'est la concrétisation de cette soi-disant différence générationnelle, elle se trouve dans les exemples du quotidien, et elle se trouve sur le terrain. Et que derrière, quand on parle de concept de génération, on est souvent plutôt dans les bureaux des DRH, des dirigeants, des top 100, 200, 300 de l'entreprise, qui parlent de réalités qu'ils ne voient pas au quotidien, parce que plus on monte en hiérarchie, plus on est par génération en général. Je fais un raccourci, mais c'est souvent le cas. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à revenir à l'échelle du terrain et se rendre compte est-ce que c'est un problème ou non? Et qu'en fait, derrière, soi-disant, ce qu'on fait, soi-disant le problème serait intergénérationnel, mais en fait, le problème est beaucoup plus complexe. Il est en effet de bien expliquer les codes, une tenue ou non, des horaires, de l'interprétation en fait de ma vie au quotidien dans le travail. Ça se cristallise par génération, mais souvent, c'est des choses beaucoup plus profondes de communication, de collaboration, de règles qui sont en jeu. Donc il y a déjà trouver la bonne échelle pour parler d'intergénérationnel et surtout ouvrir le capot et de se dire qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. En l'occurrence, si c'est l'efficacité, si c'est la gestion de carrière, si c'est tout ça, c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue RH que simplement recréer des codes, etc. Donc, premier chantier, je pense, c'est d'ouvrir des conversations déjà au sein de vos entreprises avec les nouveaux arrivants de tous les âges, sur ce regard qu'ils portent sur l'entreprise et puis sur les managers. Pas possible partout, mais je pense que si c'est possible, on peut mettre en place des choses comme ça, ou du moins quand ce n'est pas possible pour ouvrir la discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente ensemble, comme vous l'avez dit. Au-delà de ça, je pense qu'on peut simplifier le processus de recrutement, c'est-à-dire, je ne suis pas RH, je ne vois pas trop l'utilité de remplir de longs formulaires en ligne. Ce serait peut-être beaucoup plus simple de rencontrer des gens, d'avoir des discussions beaucoup plus dynamiques, peut-être aller plus vite pendant les entretiens. En tout cas, rencontrer des gens pour pouvoir saisir véritablement leur personnalité. Au-delà de ça, avoir des réponses rapides en posture, ce serait pas mal. Et enfin, je dirais que ce serait bien d'utiliser les codes qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux ou les médias traditionnels, en mettant sur ces plateformes-là des témoignages atypiques, imparfaits, surtout quand ils sont imparfaits, pour voir un peu les évolutions de carrière dans les entreprises, pour se rendre compte, pour pouvoir se projeter justement dans ces entreprises-là et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à notre background. Et pour conclure, je pense qu'on a pas mal discuté, on avait des avis divergents.
encourageant, mais c'est ce qui est beau justement, et je pense que je vais vous dire merci. C'est un peu l'idée de ce que je vais vous présenter juste après. C'est un peu de vous montrer qu'en fait, l'égalité des chances, les inégalités, c'est quelque chose qui est socialement construit et qui est assez systémique. Donc en fait, qui se construit au cours du parcours des individus, et surtout qui se renforce petit à petit. C'est ce que je vais essayer de vous montrer avec une petite présentation. Donc, comme je vous le montre, ça part de l'enfance, puis dans l'éducation, les études supérieures, le recrutement, et même au sein des parcours de carrière, plus tard quand on entre en entreprise. À ce niveau-là, j'avais cette figure, petite expérience scientifique. Cette figure, on l'a montrée à des étudiants à l'école primaire. On leur a dit, on va faire un test de mathématiques et vous allez devoir reproduire cette figure. D'après vous, peut-être à main levée, est-ce que vous pensez que c'est les garçons ou les filles qui ont mieux réussi? Qui pense que c'est les filles? Ok, merci. Qui pense que ce sont les garçons? Ok, c'est intéressant. Donc tout le monde pense pas, beaucoup plus pense que c'est les filles. Avec cette formulation-là, c'est les garçons. Par contre, je vous rassure, on a posé la question différemment cette fois-ci. On leur a dit maintenant on va faire un test de dessin. Et vous allez devoir reproduire cette figure. Et cette fois-ci, c'est les filles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a dès l'enfance, dès l'école primaire, une intériorisation des stéréotypes de genre, qui sont que les garçons réussissent mieux dans les sciences dures, dans les mathématiques, et que les filles sont plus fortes dans toutes les professions du care, des sciences sociales, du dessin, etc. Donc en fait, dès l'enfance, il y a cette intériorisation des stéréotypes de genre, et selon comment on pose la question, on ne va pas avoir les mêmes réponses. Donc en fait, l'un et l'autre sont aussi forts, je vous apprends rien, mais par contre, il y a vraiment cette intériorité. Voilà, donc ça c'est les résultats selon qu'on emploie un langage mathématique ou non mathématique. Donc on part de l'enfance et ces discriminations, ces inégalités, elles vont se cristalliser petit à petit dans la tête des enfants, puis dans la tête des jeunes, jusque dans les études supérieures. On a construit avec l'IFOP et l'ascenseur un baromètre, le baromètre des inégalités perçues par la jeunesse. Perçues parce que du coup, c'est pas les inégalités réelles, mais c'est la manière dont eux, ils les perçoivent en tout cas. Nous, c'est ça qui nous intéressait. On l'a fait auprès de 2000 jeunes, on a posé beaucoup de questions, et parmi elles, on a posé la question de l'orientation. Ce qu'on voit, c'est que 35% des jeunes considèrent ne pas avoir reçu les bonnes informations pour s'orienter, et ce qu'on voit particulièrement quand on fait un peu le distinguo entre les jeunes, c'est que les enfants de CSP populaire sont beaucoup plus nombreux que les enfants de cadre, enfin pas beaucoup, mais il y a quand même une différence significative, à considérer que de ne pas avoir reçu les bonnes informations. Ce qui se vérifie bien plus tard, quand ils grandissent, si on leur demande est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, si vous pouviez revenir en arrière, c'est une question que toutes et tous vous posez aussi, et ben, ce qu'on voit, c'est que les enfants de catégorie populaire sont plus nombreux que les enfants de cadre supérieur à avoir envie de refaire des études, ou en tout cas de les faire différemment, peut-être dans d'autres écoles, peut-être dans d'autres universités. Donc, ces inégalités de l'enfance se cristallisent, font des choix de parcours, une orientation, etc., qui sont différents et qui emmènent ensuite à des parcours de vie et des choix plus ou moins inégalitaires. Est-ce que tu veux rebondir dessus? Oui, je veux bien rebondir dessus parce que ces chiffres me parlent totalement et de mon expérience. J'ai été à un moment donné de mon éducation confrontée à un manque d'information. Par exemple, il y a 10 ans, je passais le bac et j'étais confrontée à certaines situations où, bon, à l'époque c'était admission post-bac avant Parcoursup, mais il fallait que je mette certains vœux pour pouvoir rentrer soit dans une fac ou soit dans une école de commerce, etc. Je n'avais pas forcément les bonnes informations du fait de mon origine sociale et je pense que le poids de l'origine, on rencontre quand même certaines barrières invisibles, à savoir, comme tu le disais, le manque d'informations, le fait aussi que, en n'ayant pas les bonnes informations, nous n'avons pas forcément accès donc, à certaines écoles. Et moi, il a par contre fallu, bon, je suis dans le monde du travail maintenant, mais il a fallu par exemple une rencontre pour pouvoir connaître les classes préparatoires, les écoles de commerce ou encore l'ingénieur. Et je pense que si j'avais peut-être pas eu ces rencontres-là, peut-être à un certain âge, je me serais dit pourquoi pas recommencer mes études et pouvoir par exemple rentrer dans ces écoles-là. Donc ça me parle totalement. Et je pense que nous avons aussi en 2025, donc c'était il y a 10 ans pour ma part, mais en 2025, il est quand même triste et dommage de constater que ces réalités sont encore présentes aujourd'hui.
Exactement, et ça c'est une vraie réalité sociologique qui est étudiée depuis toujours. Le premier ça a été évidemment Bourdieu, que vous connaissez, avec 3 types de capitaux, social, économique, culturel. C'est des choses qu'on hérite de la part de nos parents et qui construisent petit à petit notre parcours de vie en ayant ou non la chance d'avoir de base ces informations, ou alors de devoir aller la chercher par exemple avec des mentors. Sur la suite, donc ça c'était les inégalités un petit peu perçues par la jeunesse. Maintenant, dans les faits, ce qu'on voit c'est que cette fois-ci on a fait une étude intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on a croisé des facteurs, ici l'origine sociale et l'origine géographique. Dans la projection dans les études supérieures, et ça va bien avec ce que tu disais, il n'y a que 13 qui pensent pouvoir intégrer une classe préparatoire. 18% une grande école et 40% une licence. Donc il n'y a même pas un jeune sur 2 issu de CSP défavorisés et de milieux ruraux qui pensent pouvoir atteindre le niveau de licence. A l'inverse, si on prend les CSP+, là on est à 48, 56 et 72% respectivement. Et donc de tout ça, une fois qu'on arrive en études, il y a forcément un manque de représentativité. Les fils et filles d'ouvriers, par exemple, qui forment 10% des étudiants à l'université, 7% dans les classes prépa et 2% à Normal Sup. Donc en fait, vous voyez bien comment ces inégalités, elles n'arrivent pas d'un coup. Elles sont vraiment le fruit d'une construction, d'une cristallisation petit à petit au niveau de la vie qui va se cristalliser dans la vie des individus et qui du coup va faire des orientations un petit peu différentes, des parcours de vie un petit peu différents. Si on continue maintenant sur le recrutement, au niveau du recrutement, toujours dans ce baromètre dont je vous ai parlé, on voit que les jeunes, ils se projettent avec appréhension dans le monde du travail. Parce qu'ils ont toutes ces inégalités, ces discriminations en tête. Donc ça, c'est la question qu'on leur a posée. On voit que 78% d'entre eux se projettent avec appréhension. Et si on regarde dans le détail, on voit que c'est plus particulièrement les femmes, les collégiens, ça peut s'expliquer, mais aussi les jeunes qui vivent au sein de ruralité. Donc en fait, plus on va croiser ces critères, plus on va faire des données intersectionnelles, plus en fait ce nombre va être grand, parce que l'appréhension se multiplie. De cette appréhension, on a peur de rentrer dans le monde du travail, du coup on va développer certaines pratiques, notamment l'autocensure. Alors c'est un terme que j'aime pas trop parce qu'en fait on a l'impression que c'est la personne qui s'autocensure et que c'est de sa faute, alors que ce que j'essaie de vous montrer c'est que c'est évidemment systémique, exactement. Mais en tout cas ce qu'on voit c'est que 33% des jeunes considèrent que toutes les opportunités professionnelles correspondant à leur niveau de compétences et de diplôme ne leur sont pas accessibles. Donc ils estiment qu'ils ont le niveau pour une opportunité professionnelle, mais pour autant ils n'y vont pas. Et parmi ces 33%-là, lorsqu'on leur demande pourquoi, il y a beaucoup de critères qui ressortent. Si on réunit ces critères dans une famille qu'on peut appeler l'identité, donc c'est l'origine géographique, l'origine sociale, etc., on voit que 56% d'entre eux qui ont refusé ces opportunités, ça a été à cause de leur identité, par peur justement d'être discriminés ou de subir des inégalités. Et je continue, c'est pas très joyeux, désolé. Je continue au niveau du parcours de carrière. Ce qu'on voit, c'est évidemment les gens qui nous entourent. Il y a eu un baromètre qui a été fait avec des chiffres de Mosaïque qui montre que 3,5% des dirigeants du SBF 120 sont issus de la diversité, ce qui du coup forcément amène à un plafond de verre structurel, mais aussi pour les jeunes qui rejoignent les entreprises, un manque de représentativité et donc de rôle modèle et donc de projection dans le monde du travail. Je te rejoins totalement parce que je vois que déjà rien que dans le niveau de l'éducation, comme tu l'avais précisé tout à l'heure, on a quand même déjà des codes qui manquent, par exemple avoir notre réseau, construire notre réseau, recevoir les bonnes informations. Et déjà, dès le recrutement, on ne sait pas vraiment dans quelle entreprise aller, quel parcours faire aussi. Et je pense qu'il y a tout un accompagnement, en tout cas sur le long terme, à faire. Et une fois qu'on est en entreprise, une nouvelle problématique qui se pose, c'est comment avoir une sorte d'accélération de carrière pour pouvoir accéder à des postes de haute direction, parce qu'au final, on a un peu cette reproduction sociale aussi qui se manifeste par des profils beaucoup plus élitistes. Donc je te rejoins totalement aussi là-dessus. Complètement. Et cet après-midi, du coup, pour celles et ceux qui une IA et serait plus pertinente qu'une intelligence émotionnelle pour recruter, sachant que les deux en fait sont biaisés. On a le biais cognitif en tant qu'humain et puis l'IA SCP comme on l'a abordé. Est-ce qu'une IA serait plus pertinente en termes d'intelligence émotionnelle? L'IA n'a pas d'émotion. Soyons clairs sur ce débat. L'IA est froide, n'a aucune émotion, n'a pas, je ne vais pas dire n'a pas d'âme.
parce qu'il y a des recherches qui ont développé que peut-être l'IA est en train de développer une conscience qui serait différente de la nôtre, donc on ne va pas rentrer sur ce terrain. Mais l'IA n'a pas d'émotion. Par contre, l'IA simule extrêmement bien l'empathie. Et d'ailleurs, on voit que l'IA est utilisée beaucoup dans les milieux médicaux, dans le coaching, justement pour ça. Et maintenant, dans des milieux scolaires, parce que les étudiants préfèrent discuter avec une IA par ce côté empathique. Donc, il faut attribuer à l'IA ce qu'elle est. C'est une technologie qui vise à pouvoir simuler la façon d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. Et donc, est-ce qu'une IA pourrait remplacer? Oui. Est-ce que ça serait une bonne chose? Pas forcément. Ce que je vois, moi, en fait, à notre niveau, la meilleure solution serait d'avoir éventuellement un humain augmenté. Un RH augmenté qui peut mettre et qui décide de mettre dans la machine ce que la machine est capable de faire très bien, avec les paramétrages qu'on aura décidé en amont, par exemple ce script CV, mais aussi me sortir ceux qui sont improbables, ceux qui sont atypiques, ceux que je n'aurais pas recrutés, pour justement en fait travailler mon vivier plutôt que de jeter des CV qui ne correspondent pas théoriquement à ce que je cherche, et me challenger effectivement sur ce que je cherche, et recentrer là où l'humain a sa propre valeur sur le rapport humain, sur les signaux faibles, en fait, quand je suis avec quelqu'un, le courant qui passe, l'interaction, la discussion, l'émotion, tout ce qui fait de nous, en fait, des êtres humains. Donc pour moi, en fait, l'idéal serait ni l'un ni l'autre. Vraiment un mélange des deux. Très bien, c'est très clair. On a parlé un peu de reconnaissance faciale comme technique de l'IA pour le recrutement, mais il y en a d'autres comme la détection de la langue ou encore la compréhension du langage. Alexia, est-ce que tu penses que ces techniques-là d'IA sont pertinentes pour utiliser l'IA en tant que recruteur? Alors, je vais vous faire une réponse en tant que recruteuse, du coup. Plutôt, je rejoins complètement Rebecca sur le côté humain augmenté. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse garder le contrôle et puis il faut aussi que nous, on soit dans notre rôle de recruteur, de manager, et qu'on puisse voir passer ces CV, de regarder potentiellement des pépites qu'on n'aurait pas vues, parce qu'il se trouve qu'on avait plus le temps à ce moment-là, ou je sais pas quoi, laisser un peu ce truc assez aléatoire. Donc je rejoins complètement Rebecca là-dessus. Après, comme on l'a dit auparavant, le problème c'est le côté biais et le fait que les données soient biaisées de base, le jeu est pipé en fait un petit peu d'entrée, et c'est comment on arrive à justement résorber un petit peu tout ça. La reconnaissance faciale, je trouve ça, en fait ces technologies-là, je les trouve assez risquées pour le coup, pour tous les points qu'on a évoqués. Donc il faut toujours se poser la question de, en fait, est-ce que ça en vaut la peine? Et après, je sais qu'on parlera du côté garde-fou, mais pour moi, à chaque projet, il faut toujours se poser la question de quels sont les risques, pourquoi on le fait, et d'aller vraiment chercher les risques cachés. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont évidentes, il y en a qui le sont peut-être moins, et notamment quand on parle d'algorithmes qui apprennent tout seuls, ça crée une espèce de boîte noire qu'on ne maîtrise plus. Et donc du coup, sur certaines thématiques, je pense que c'est peut-être un petit peu trop risqué. Une discrimination à l'embauche, une embauche faite par l'IA, est-ce qu'il est aujourd'hui possible, y a-t-il des règles, une réglementation existante pour pouvoir porter plainte face à une telle discrimination? D'abord, je préciserai une chose, il ne peut pas y avoir de recrutement par une IA. Premier point, c'est en tout cas pas un pur recrutement par une IA, puisque, mais ça c'est un principe qui n'est pas nouveau, il était déjà dans j'évoquais le RGPD sur le traitement des données personnelles. Il y a un principe, c'est celui de la décision humaine. La décision doit toujours, à un moment ou à un autre, de faire intervenir un humain, quand ça a un impact, encore une fois, sur des droits et des libertés. En l'occurrence, il s'agit d'un emploi. Ça vaut aussi dans la gestion des carrières. La décision de licencier, ça ne peut pas être une IA qui la prend. Ça doit être forcément un DRH, une DRH ou peu importe la personne qui est en charge de ça. Donc, par définition, il doit y avoir une décision humaine, ou en tout cas la possibilité d'une décision humaine. Alors, assister, aider, mais il doit nécessairement y avoir une décision humaine. Ce qui veut dire que, aussi par définition, on a forcément une forme de recours. On peut, si la décision est prise par une IA, il y aura forcément la possibilité, en tout cas, de solliciter un humain pour qu'il réfléchisse à la décision qui a été prise et qu'il puisse revenir dessus.
C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, depuis assez longtemps, en matière bancaire, que vous avez peut-être les uns et les autres déjà vécu, ce qu'on appelle le scoring bancaire. Quand vous allez voir votre banque, vous avez le conseiller en face, le conseiller, il est derrière, il a une machine, il rentre les données, et tout est analysé par la machine, et il va avoir une réponse qui va dire oui ou non. Ça, c'est un schéma très très classique qui intègre un certain nombre de données perso, et donc vous avez le droit de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même rediscuter de ça, parce que là, vous avez oublié ça, etc. Ce qui est la possibilité d'une forme de recours, mais pas juridique. Donc ça, c'est absolument fondamental, et c'est pourquoi c'est fondamental? Pour éviter justement soit de reproduire des biais, soit d'être dans un schéma, vous allez commencer par la paresse. L'IA, c'est fondamentalement un outil de paresse de base, parce que ça reproduit des schémas préétablis. Ça ne crée pas, on a cette discussion-là en droit d'auteur, mais ça ne crée pas, ça reproduit des schémas qu'on lui rentre. Ça ne fait que reproduire. Donc ça permet aussi à la décision humaine de sortir de la boîte, de permettre d'aller voir quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu. D'où cette nécessité de recours. Après, sur l'aspect plus pathologique, c'est-à-dire de ce qui est constitutif d'une infraction, qui c'est par exemple une discrimination, oui, bien sûr, il y a toujours un moyen de porter plainte. Mais ça, c'est autre chose, c'est vraiment pathologique. Mais de base, sans aller jusqu'à la constitution d'une infraction, vous devez toujours avoir, le système doit toujours assurer une intervention humaine, à la fois pour que vous ayez une forme de recours et pour qu'il y ait un contrôle humain, pour introduire cette dimension humaine et cette capacité à sortir d'un schéma préétabli, parce que ça le mérite, parce que c'est justifié. Donc ça, c'est fondamental, et le droit est là pour assurer ça. Merci beaucoup. Donc on a vu l'IA est présente dans le milieu du recrutement, et il va falloir qu'elle accompagne au mieux l'humain pour recruter. Et j'aimerais finir ce cas pratique de l'IA et le recrutement avec Kia, pour avoir un peu ton avis, ton témoignage sur comment toi, en tant que jeune étudiante qui va s'immiscer dans le monde professionnel, tu te sentirais demain si une IA venait à prendre part à la décision de ton employabilité au sein d'une entreprise? Je pense que c'est un peu piégé, parce que comme je dis, moi je suis dans le domaine, donc je sais à peu près qu'est-ce que c'est. Je sais que le loisir, pour vous faire vulgariser, c'est des algorithmes. Et c'est vrai que moi, j'ai pas spécialement envie que mon choix professionnel soit basé sur un algorithme, parce que, en fait, comme vous preniez l'exemple pour les prêts bancaires, c'est aussi un sujet qu'on avait étudié. Et en fait, comme je dis, c'est des algorithmes, il y a des choses qui ne prennent pas en compte. Ils ne prennent pas en compte peut-être comment on a grandi, où est-ce Parmi les gens qui ont changé ces informations, lorsqu'on leur demande pourquoi, 51% d'entre eux évoquent une crainte d'être discriminés. Donc on voit qu'il y a vraiment, on a parlé de l'autocensure, du fait que certains stéréotypes de genre, de classe sociale, d'origine ethnique, etc. se cristallisent au sein des identités. Ici, ce qu'on voit, c'est que tout ce parcours-là, qui est un parcours social, en fait, petit à petit, il se transforme en des pratiques, et là, en l'occurrence, en une forme d'autocensure, ou en tout cas, de transformation d'identité par crainte. Je ne sais pas, Julien, si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau. Ouais, je vais me permettre d'intervenir sur ceci, justement. Je ne sais pas si ça se voit sur ma tête, mais j'ai grandi à Aubervilliers, sûrement que vous connaissez. Je fais partie de ces 48% de jeunes qui ont modifié leur CV. Alors, on a beaucoup parlé de la Gen Z ce matin. Je sais que je fais très jeune, mais pour le coup, je ne fais pas partie de la Gen Z, peut-être plus de la génération Y. Et déjà à cette époque, quand j'ai commencé, je dis à cette époque, mais c'était il y a 10 ans, oui, je modifiais déjà mon CV, et je pense que ça a été déjà le cas avant. Donc il y a certes des progrès dans nos sociétés, mais ayant grandi à Aubervilliers, quand je cherchais du travail, alors que j'avais un bac plus 5 à l'époque, au début je mettais Aubervilliers, puis à un moment, j'ai eu cette crainte d'être discriminé. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être possible.
Et on en parlait pendant notre atelier sur l'idée un peu de détecter les scripts. C'était Madame la sociologue, je ne sais pas, voilà, qui l'expliquait. On a cette faculté un peu à détecter le script de la discrimination. Et je me suis dit à un moment, en fait, peut-être que si je n'ai même pas eu, je vous assure, qu'en 10 mois de candidature, je n'ai même pas eu une réponse pour un entretien, même une réponse négative. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être mon adresse qui fait défaut, et je l'ai changé pour l'adresse de ma marraine, en fait, qui vit dans le 14e arrondissement. Alors pour le coup, c'est pas grâce à ça que ça a changé quelque chose par la suite, mais voilà, en tout cas, j'ai entrepris cette démarche parce que justement, pour moi, c'était une solution face à la discrimination que j'imaginais, pas discrimination géographique du coup. Voilà, c'était un peu... Et puis il y a les inégalités réelles. Ce que je vous ai montré avant, c'est de la perception, c'est ce qu'on imagine. Là, c'est la réalité. Alors, je vous ai mis deux graphiques. Le premier, les deux, c'est une différence de salaire entre les hommes et les femmes. Le premier, il va croiser aussi l'origine ethnique des personnes. Donc, vous voyez que quand un homme blanc non hispanique gagne en moyenne $1, une femme blanche non hispanique gagne en moyenne 0,79 centimes, là où une femme noire gagne 0,64 centimes, etc. Vous avez la décomposition. C'est des statistiques qui ne pourraient pas être faites en France, comme vous le savez, mais je trouve que ça mérite en tout cas d'être montré, parce qu'on voit que quand on croise comme ça des indicateurs, en fait, ces inégalités, elles sont réelles, elles sont dans la perception au moment de l'embauche, mais elles sont aussi une fois qu'on est dans le monde du travail. De la même manière, donc cette fois-ci c'est en France, on a décomposé le genre, et donc là non pas la race au sens sociologique, mais plutôt l'environnement, l'origine sociale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand un homme d'origine sociale favorisée gagne en moyenne 2 930 €, une femme de la même origine sociale gagne quant à elle 2 100 €. Si maintenant on prend cette même femme d'origine sociale favorisée et on la compare à une autre femme, et cette fois-ci d'origine sociale défavorisée, et bien là on passe à 1 440 €. Ce qui est très bien avec ce graphique, c'est qu'il montre aussi la décomposition de ça. Et c'est très utile, notamment pour les pouvoirs publics, parce que ça leur permet de savoir où est-ce qu'on se dirige si on veut être efficace. Si on regarde par exemple entre les hommes et les femmes d'origine sociale favorisée, on voit que ce qui explique le plus grand écart, c'est quelque chose d'inexpliqué. Donc on peut attribuer potentiellement aux discriminations. Par contre, si on regarde cette fois-ci le même genre, donc deux femmes mais d'origine sociale favorisée et défavorisée à droite, ce qu'on voit, c'est que le principal écart qui fait la différence de salaire, ici, c'est le parcours scolaire. Donc quand on est un pouvoir public ou une entreprise, on peut se dire que si on veut résoudre cet écart de salaire au niveau de l'origine sociale, ça va être le parcours scolaire. Par contre, au niveau du genre, ça va être une vraie lutte contre les discriminations. Donc là où je veux vous emmener, c'est qu'on l'a vu dans la perception des inégalités, on a peur des inégalités, selon d'où on vient, selon qui on est. Ça se traduit par des comportements, de l'autocensure notamment, mais que c'est une crainte qui est factuelle. Et donc il y a cette crainte factuelle que l'on voit, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, et notamment tout ce qu'on va parler de micro-agression. Alors, c'est un peu illisible parce qu'il y a plein d'auteurs, mais c'était pour vous montrer que la littérature, elle est très très dense à ce niveau-là. Le genre et l'origine sociale vont avoir un impact énorme sur l'accès au mentorat, l'accès au réseau, sur la satisfaction des collaborateurs, l'évaluation des performances, les opportunités de promotion, les revenus, beaucoup de choses. Là, je vous ai mis une liste de plein d'auteurs. En major de Pogo doutent de la valeur de leur diplôme. Où les Marois entendent ici, on valorise la neutralité, où les Seydou reçoivent ce mail cinglant, sec, votre candidature n'a pas été retenue. Un monde où les opportunités dépendent d'un nom, d'une adresse, d'une couleur de peau, d'un réseau. Nous croyons à un monde où les jeunes ne craigneront plus d'intégrer le monde de travail, où chacun peut s'épanouir et trouver sa place. Nous voulons un monde du travail qui prime les compétences par rapport aux privilégiés. Et bien sûr, je mets un petit blanc là. J'aimerais que l'on puisse faire évoluer la société ensemble
pour un monde meilleur. Où l'égalité des salaires reste une évidence et où les femmes n'ont pas à prouver 2 fois plus, où un handicap ne constitue pas, en fait, où un handicap, il ne brise pas la question de la compétence de la personne. Un monde où un stage n'est pas un emploi déguisé, un monde où les jeunes ne sont pas exploités sous prétexte qu'ils doivent faire leur preuve, et un monde où l'équipe vie perso et l'équipe pro n'est pas un obstacle pour l'ascension professionnelle. Un monde où les travailleurs issus de l'immigration n'ont pas à modifier leur prénom pour décrocher un entretien d'embauche. Nous voulons un monde où les femmes, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap ou les personnes LGBTQIA+, qui sont à des postes clés, soient une norme et non une exception. Où la diversité n'est pas un argument marketing, mais un engagement réel. Nous voulons un monde du travail qui ne trouve pas le dos aux crises environnementales et sociétales. Les entreprises doivent cesser d'opposer responsabilité et profit. Nous pourrons bâtir une économie qui respecte la planète et qui garantit un socle social digne pour tous et pour toutes. Et si l'intelligence artificielle peut automatiser certaines tâches, alors servons-nous-en pour nous recentrer à l'essentiel, sur notre créativité, notre humanité et notre sens critique. Nous ne voulons plus d'un travail subi, mais d'un travail porteur de sens. Et pour cela, nous avons besoin des gens comme vous, des gens qui, comme vous, aujourd'hui, s'engagent, sont présents, viennent bouger les lignes. Car ce futur, nous ne l'attendons pas, nous le construisons maintenant, ensemble. Et voilà. Donc, je pense que vous le constatez autant que moi. Oui. Et bien que ChatGPT a pu nous générer une super illustration, n'empêche que ça n'enlèvera jamais ce que nous avons vécu aujourd'hui, les échanges qu'on a pu avoir. Le ChatGPT n'a pas en tant que tel c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est pas un humain. Donc finalement, elle prend pas en compte tout. Il y a des biais, mais elle ne prend pas du tout en compte ce que nous pouvons sortir.